Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Renaud Lifshitz, expert cybersécurité, directeur scientifique d'Elyséum et aussi développeur Nostr. Donc ça va être vraiment la thématique d'aujourd'hui. On va vraiment parler beaucoup de Nostr. Donc j'ai en face de moi un expert en cybersécurité, mais qui développe aussi sur Nostr. Donc ça va être passionnant. Donc restez bien à l'écoute de cet épisode. Bonjour Renaud, merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Bonjour Thibaut, merci, je vais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation à Destination Crypto. Eh ben, écoute, c'est un vrai plaisir de te recevoir parce que c'est vraiment un sujet qui est pas bouillant parce que c'est pas forcément sur la bouche de tout le monde, ce fameux Nostr, mais qui pour moi est en train de me passionner. Et je pense que c'est très important que les gens aient notion de tout ce qui se fait sur Nostr en ce moment. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et nous dire comment, petit à petit, Nostr s'est intégré à ton quotidien? Oui, alors je suis expert en cybersécurité depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Je fais beaucoup de tests d'intrusion et de formation en cybersécurité pour les entreprises essentiellement. Et puis je suis chercheur en cybersécurité. Et dans ce cadre-là, je m'intéresse à tout ce qui est innovation autour de la cybersécurité. Et enfin, dans mon poste de directeur scientifique de l'Elyséum, en fait, je suis en charge de la veille, bien évidemment, et des choix techniques et technologiques que l'on fait dans les missions. On est un pure player de cybersécurité, donc on propose des missions de conseil sur tous les aspects cybersécurité. Et on a identifié Nostr comme étant une solution euh, pratique et originale à un des problèmes qu'on avait dans un projet de cybersécurité maritime, puisqu'on sécurise des navires marchands. Et on utilise justement Nostr à cet effet, bien qu'à la base, il n'ait pas du tout été fait pour cet usage. C'est très intéressant. Ça veut dire que dans votre package de services, d'accompagnement, de consulting pour la cybersécurité, finalement, Nostr se greffe comme un des outils, en fonction de certaines spécificités, mais un des outils qui peut être vraiment très utile pour régler des problèmes de cybersécurité. Exactement. Voilà, il vient apporter des solutions élégantes à des problèmes qu'on a en cybersécurité, notamment les communications sécurisées. D'accord. Donc toi, tu as découvert Nostr par le biais de ton travail ou est-ce que avec ta veille technologique ou avec, je sais pas, Bitcoin, c'est par quel biais en fait que tu as découvert Nostr? C'est vraiment avec ton boulot au fur et à mesure quand tu avais besoin de trouver des solutions, Nostr s'est imposé finalement assez vite? Je fais beaucoup de veille technologique autour des technologies blockchain. J'ai commencé la blockchain très très tôt, en 2010. Et j'ai d'ailleurs donné la première conférence publique sur Bitcoin en France en juin 2011. Et depuis, je me documente très très régulièrement sur les nouvelles technologies liées à la blockchain. Alors même si Nostr ne fonctionne pas sur la blockchain, c'est une technologie effectivement complémentaire à la blockchain. On en reparlera elle est décentralisée, elle est incensurable, donc elle est très proche des concepts que prône la blockchain et notamment le réseau Bitcoin. Absolument, effectivement, on va faire pas mal pas de comparaison, mais de complémentarité entre ces deux systèmes-là. Alors, Nostr, on le prononce comme ça, mais c'est N-O-S-T-R, donc Notes and Other Stuff Transmitted by Relays. Toi, comment est-ce que tu arriverais à résumer ça en seulement quelques minutes, là, à l'audience, pour nous dire ce que c'est que Nostr? Alors, les médias parlent beaucoup en fait de Nostr comme étant un réseau social, mais c'est bien plus que ça. En fait, j'aime pas cette définition puisqu'elle est très limitante. En fait, pour moi, Nostr, c'est un réseau décentralisé de relais légers permettant le partage d'informations authentifiées entre utilisateurs, mais des informations qui peuvent être de toute nature. Donc, on peut s'échanger du texte, on peut s'échanger des messages chiffrés, on peut s'échanger des images, on peut s'échanger des vidéos.
Et ce qui est intéressant, c'est que ces informations-là sont authentifiées, donc on sait d'où elles viennent. Chaque information est associée à la signature électronique en fait de l'émetteur. Mais après, voilà, on peut en faire un réseau social comme on peut en avoir plein d'autres usages et on en reparlera un petit peu plus tard. Oui, c'est ça, c'est que forcément ça fait un peu tilt, ça fait, sans doute, comment dire? Ça fait plus buzzword de dire que c'est un nouveau réseau social, un peu, alternatif, mais c'est bien plus que ça parce qu'en fait, effectivement, c'est un protocole sur lequel on peut exploiter de plein de façons différentes. Selon toi, quelle est la force principale de Noster? Alors on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail, hein, c'est le Mhm. moment, pour l'audience, un peu sur les fonctionnements, les mécanismes de Noster et donc selon toi, quelle est la force principale de ce nouveau modèle? La force principale de Noster, c'est redonner le pouvoir à l'utilisateur sur les informations qu'il produit sur Internet. Puisqu'aujourd'hui, quand on produit une information, elle est très très souvent hébergée chez les GAFAM, hein, donc sur les serveurs de Google, d'Amazon, de Facebook, d'Apple, de Microsoft. Autrement dit, on n'est plus le propriétaire de cette information puisqu'elle peut être supprimée, censurée, modifiée, exploitée par des tiers. Et donc, on n'a plus l'accès, la main sur cette information. À tout moment, elle peut disparaître d'Internet si on n'en a pas gardé une sauvegarde, un backup, etc. Et surtout, l'information est très centralisée. Le jour où il y a des pannes de réseau, des pannes électriques, etc., et ça s'est vu à plusieurs reprises, hein, des pannes de Facebook, des pannes de Twitter, on n'a plus accès à cette information-là. Donc le point fort de Noster, pour moi, c'est l'aspect décentralisation du réseau. N'importe qui peut être acteur du réseau et héberger son propre relais. C'est comme ça qu'on appelle les serveurs sur Noster. Et d'ailleurs, il y a des kits pour déployer très rapidement son relais sur des petits Raspberry Pi, par exemple, des petits ordinateurs portables qu'on peut héberger chez soi. Qui sont des ordinateurs très très peu chers, entre 50 et 100 euros. Donc des petits kits très faciles, déjà préinstallés avec des relais Noster ou simplement une ligne de commande Docker, hein, pour les gens qui savent développer un petit peu, qui permet de déployer un relais Noster en une ligne de commande. Et l'intérêt d'avoir un nœud Noster chez soi, c'est que déjà on héberge son propre contenu et on est certain qu'il ne disparaîtra pas, qu'on en a une copie qui n'est pas censurée ou censurable. Et d'autre part, on peut fonctionner même si il n'y a plus Internet, par exemple temporairement. Donc on peut continuer à poster, à consulter des informations, même si on n'a plus Internet. Et puis lorsque Internet revient, le relais va pouvoir éventuellement se resynchroniser avec d'autres relais si on a mis ça en place. Mais on est totalement souverain sur la donnée que l'on produit. C'est ça qui est intéressant, cette décentralisation. Et en fait, elle a été remise un petit peu au goût du jour avec les déboires de Twitter, hein, en termes de censure de l'information, parce il y a beaucoup de censure, disons, pas toujours très compréhensible, soit de la censure politique, soit de la censure, justement, dès lors qu'on parle d'un autre réseau social que Twitter sur Twitter, avec des mécanismes, par exemple, de shadow banning. Donc, si vous parlez de Noster typiquement sur Twitter, vous allez pouvoir poster, alors que il y a un moment, les messages étaient carrément censurés, mais votre compte va passer en invisible pendant quelques heures. Et donc, vous allez avoir très peu de réactions à votre message parce qu'en fait, il va pas être lu, il va pas être visible. Avec Noster, l'intérêt, à nouveau, c'est que vous êtes maître de votre information, elle n'est pas censurée, elle n'est pas censurable. Et en plus, vous pouvez vous exprimer librement. Donc, en termes de liberté d'expression, c'est assez fabuleux. Oui, et j'en profite, je rebondis sur ce que tu dis pour voilà, la résistance à la censure, c'est l'un des points forts et je pense que maintenant les gens le savent dans l'audience, mais c'est quand même l'un des points forts du système, du protocole Bitcoin et c'est là où c'est très intéressant de voir un peu les 2 systèmes, Bitcoin et Noster, évoluer d'une certaine façon avec des valeurs qui sont, assez proches et effectivement les 2 proposent de la résistance à la censure, quelque chose qui est quand même maintenant vraiment indispensable quand voilà, tu l'évoquais, la centralisation des données
et le fait qu'on puisse vraiment censurer très facilement via les algorithmes ou via, voilà, tout type de sujet. Heu, donc pour moi, c'est essentiel qu'on ait ces alternatives-là. Tu as parlé de relais pour faire circuler les informations, qu'on pouvait soi-même avec un Raspberry, tu l'as mentionné, créer son propre relais qui permet, aux autres personnes, alors je vais peut-être un peu m'avancer, mais qui permettront aux autres personnes de se connecter à ce relais pour faire véhiculer des informations sur ce relais. Donc en fait, en faisant cela, vous participez à la décentralisation, vous participez au fait d'avoir vous-même, votre backup en gros de ce que vous produisez sur le réseau en fait. Et en plus, ça permet à des gens qui seraient potentiellement censurés sur d'autres réseaux de pouvoir s'exprimer. Donc voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur les relais? Parce qu'apparemment, on peut se connecter à certains, pas forcément à tous, et en fait, on Mmh. voit les informations des relais auxquels on est connecté, mais pas des autres relais. Enfin, il y a tout un mécanisme un peu, contre-intuitif, qu'il faudrait expliquer, je pense, à l'audience. Oui, oui. On va peut-être comparer à Twitter, par exemple, puisque c'est quand même proche dans la plupart de ces développements avancés d'une plateforme comme Twitter, Nostr. Sur Twitter, vous avez grosso modo les serveurs de l'entreprise qui hébergent l'information, qui sont toujours à la même adresse web, qui ont toujours le même hostname, hein, le même serveur. Et derrière, éventuellement, après, il y a des mécanismes de load balancing, de cache, etc., pour aller taper sur le bon serveur, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de serveurs derrière ce point d'entrée de Twitter, mais tous les serveurs sont chez Twitter. Là, chacun peut héberger son propre relais et se connecter aussi au relais de son choix. En fait, les relais de votre choix sont attachés à votre profil, hein. On peut créer des profils sur Noster, sur lequel vous pouvez renseigner votre pseudo, votre nom réel, votre biographie, votre photo, votre avatar, votre image de bannière. Hein. C'est vraiment très similaire à ce qu'on trouve sur Twitter et Mastodon. Donc, il est possible de créer un profil, ce qu'on appelle un NIP 05, même dans le jargon, puisqu'on peut vérifier le profil de manière à pouvoir en fait le référencer sur des annuaires et être plus facilement trouvable par les autres utilisateurs. Donc ça, c'est tout l'intérêt de créer son profil. Et dans le profil, il y a aussi des métadonnées qui ne sont pas forcément affichées à tous les utilisateurs, mais qui sont utilisées par les clients des autres utilisateurs, qui sont les profils que vous utilisez, les relais, pardon, que vous utilisez. Et dans les relais que vous utilisez, donc vous pouvez choisir des relais, soit vous avez vos propres relais, donc vous allez les privilégier et les enregistrer dans votre profil, ce qui fait que quand vous allez vous connecter avec votre client Noster, il va lire les informations de votre profil et se connecter simplement aux relais qui sont enregistrés et associés avec votre profil. Ça permet de passer d'un client à l'autre. Sur Twitter, vous avez essentiellement un client officiel, mais il faut savoir que sur Noster, le réseau et les clients sont complètement séparés. Donc, vous pouvez utiliser le réseau avec un client web, avec un client mobile, Android, avec un client mobile iOS, qui sont totalement différents. Mais en fait, ces clients-là vont lire dans les informations que vous avez publiées de votre profil les relais que vous préférez utiliser, qui peuvent être donc des relais qui ont une proximité géographique, des relais qui sont à vous, donc que vous privilégiez en premier, ou des relais payants ou gratuits. Donc, il y a des relais gratuits qui sont mis en place par des bénévoles euh, qui, qui sont soit régionaux, soit thématiques, on va dire, même si on a encore assez peu de thématiques. Et même des relais payants qui vous assurent une meilleure disponibilité de service et puis qui permettent aussi de rémunérer l'hébergeur du relais, puisqu'il faut que ça soit viable à terme. Des relais payants, c'est entre 1 et 2 euros par mois, ce qui est très raisonnable quand on pense par exemple au prix de l'abonnement Twitter Blue. Et ces relais payants permettent de filtrer le spam. Parce que comme on est sur un réseau ouvert où n'importe qui peut s'inscrire et n'importe qui peut poster, il y a quand même un peu de spam sur Noster. Donc vous avez certains relais qui proposent un filtre anti-spam intégré, voire des services de traduction aussi, qui vous permettent d'avoir de la traduction des messages que vous voyez dans votre client en automatique.
D'accord. Ah bah, c'est très intéressant parce qu'effectivement, moi, j'ai pas encore vu vraiment la notion de spam, après l'utilisation assez sommaire que j'ai eue de Noster, mais c'est intéressant que tu mentionnes ça. Et ce que je trouve, intéressant avec les relais, donc on voit qu'il y a toute une stratégie qui s'articule autour de quel relais, auquel je me connecte. Mais je préfère quand même prévenir l'audience que c'est quand même globalement assez bien, simplifié dans l'utilisation parce que moi-même, j'ai créé mon profil, je me suis connecté. Je me suis mis à suivre des personnes que je connaissais. En gros, l'équivalent de ce que je suivais sur Twitter, je me suis mis à les suivre sur Noster et cetera et je n'ai même pas vu quelle connexion avec quel relais j'avais finalement. Mm. Est-ce que c'est normal en fait, comment fait le protocole pour, m'associer des relais et est-ce que je peux consulter moi la liste des relais auxquels je suis connecté? Parce que finalement, je m'en suis même pas rendu compte de quel relais j'utilisais. Ouais. Alors effectivement, tout le protocole est basé sur le fait que les relais sont totalement agnostiques de ce qu'on fait avec et n'ont aucune intelligence. Et toute l'intelligence est dans le client Noster qu'on utilise. Donc le relais, c'est simplement des bases de données, de messages qu'on peut interroger selon différents critères. Mais il n'y a pas du tout d'intelligence dans les relais. C'est vraiment des bases de données. Voilà, on peut ressortir tous les événements plus récents que telle date, par exemple, ou tous les événements de tel type, mais il n'y a pas d'intelligence. C'est vraiment rien qu'une base de données, un relais, sans algorithme, sans tri, sans rien du tout. Toute l'intelligence est dans les clients. Et effectivement, vous avez des clients qui, pour des raisons de simplicité, embarquent déjà des relais par défaut. Donc, si vous les renseignez pas, c'est pas trop grave en général, dans la plupart des clients, puisqu'il y a cette liste de relais par défaut qui fonctionne en général assez bien. Et pour les utilisateurs un peu plus avancés, donc possibilité de choisir des relais, comme je l'explique, avec plusieurs intérêts, donc filtre anti-spam, des relais qui sont un peu plus maintenus avec des services supplémentaires de traduction, ou des relais aussi qui vous permettent de publier vos notes sur d'autres relais, autrement dit des méta-relais. Donc, vous êtes abonné juste à un relais, par exemple, et ce relais-là va publier le message à 20 ou 30 autres relais, ce qui vous permet d'être plus visible et aussi d'avoir une sauvegarde de vos messages sur énormément de relais, donc de décentraliser davantage votre contenu. Il y a cette notion de méta-relais aussi qui sont en général payants. Donc, il y a pas mal d'avantages voilà, à diversifier ces relais pour toutes ces raisons-là. Mais grosso modo, il n'y a pas en général trop à s'occuper de cette notion de relais, sauf quand on est un utilisateur avancé. Et puis quand on souhaite envoyer un message privé à quelqu'un, en fait, le client va regarder quels sont les relais auxquels il est inscrit et auxquels il est connecté, et on enverra le message privé à ces relais-là. Donc à l'inverse de quand vous publiez un message, on va dire public, vous allez le publier sur votre liste de relais qui est attachée à votre profil. Quand vous envoyez un message donc privé, bah, vous allez plutôt regarder les relais de votre interlocuteur pour publier sur les relais de votre interlocuteur et être sûr qu'il est bien votre message. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Mais toute l'intelligence est dans le client et il y a plusieurs stratégies différentes selon les clients de choix de relais. Hein. Il n'y a pas une façon de faire, mais grosso modo, on vient de décrire comment ça fonctionnait. Très bien. Bah, déjà, c'est beaucoup plus clair, effectivement. Donc, c'est vraiment une brique essentielle, la notion de relais. Tu as aussi mentionné les clients. Alors, les clients, il y en a plusieurs qui existent déjà. Donc, en fait, il faut se rendre compte que le protocole Noster est là. Et ensuite, les différents clients se créent par-dessus pour proposer des applications et d'interagir facilement avec le protocole Noster. Par exemple, moi, je sais qu'il y a Iris sur PC, il y a Amethyst sur Android et Damus sur iOS. Donc, vous avez aussi un lien que je mettrai en description de l'épisode qui liste l'ensemble des applications. C'est Noster Apps, je crois. C'est un lien que vous pouvez aller consulter qui vous donnera la liste avec les spécificités de chaque application. Donc, si vous voulez démarrer tranquillement, vous pourrez tester directement en fonction du système d'exploitation que vous avez. Donc, je vous invite à le faire et de ne pas simplement écouter cette conversation, mais aussi passer aussi à l'action. C'est important. Vous pourrez vous rendre compte de tout ce qu'on dit, en fait, parce que c'est assez simple. Ne vous inquiétez pas. Les relais, c'est assez bien enfoui, mais comme tu le mentionnes, Renaud, dès que tu veux passer, voilà, dès que tu es un peu plus avancé, tu peux choisir tes relais, tu peux avoir une stratégie sur les relais. Donc ça, c'est intéressant. Et on va aborder un sujet
qu'on a déjà évoqué, c'est la résistance à la censure qui est intimement liée à cette notion de relais. Selon toi, est-ce que Nostr est vraiment résistant à la censure? Alors, j'ai une petite idée sur ta réponse, mais je vais te laisser m'expliquer pourquoi toi tu penses que c'est résistant à la censure ou pas. Et je me permettrai de compléter ta réponse voilà, avec ma propre version, on va dire. Alors, c'est toujours une question relativement complexe parce que ça dépend de quel type de censure on parle. Si c'est la censure de l'hébergeur, il y en a peu ou pas, pour ainsi dire, de censure par l'hébergeur. Donc, autrement dit, c'est pas par la nature de ce que tu postes que tu risques d'être censuré dans ta liberté d'expression. Euh, Sauf sur certains relais qui ont quand même une politique éditoriale, un petit peu à l'image de ce qu'on trouve sur les politiques éditoriales sur Mastodon, qui disent que, par exemple, il ne faut pas publier des messages de nature pédopornographique. Ça, il y a quand même un consensus un peu là-dessus. Et donc, en fait, il existe des standards Nostr qui permettent de taguer en fait une note comme étant une note, on va dire, non souhaitable ou avec du contenu interdit. Elle ne disparaît pas des relais, mais on peut en fait lui attacher un commentaire et les clients qui configurent ou qui ont cette possibilité d'activer le fait de cacher les notes qui sont indésirables, bah, n'afficheront pas les notes qui sont taguées indésirables par plusieurs utilisateurs, par exemple. Donc ça, il est tout à fait possible de cacher voilà, le contenu indésirable, mais ce qui est assez différent de la notion de censure par la plateforme, parce que ce n'est pas la plateforme ou l'éditeur qui choisit, c'est vraiment un consensus d'utilisateurs qui va taguer les messages comme étant indésirables ou les messages comme étant du spam, de la publicité, par exemple. Et vous pouvez choisir ou non, d'ailleurs, de suivre ou pas cette politique-là dans votre client. Donc, vous pouvez quand même afficher les messages marqués comme indésirables ou comme étant de la publicité. Voilà. Donc, il n'y a pas de censure, parce qu'au final, c'est l'utilisateur qui choisit ou non de voir le contenu, et l'hébergeur, lui, ne peut rien faire, ou pas grand-chose. Donc, au niveau du contenu, on ne peut pas parler vraiment de censure. Après, au niveau de censure, par exemple, par les États, un État peut toujours censurer en fait l'accès à un hostname donné, donc au nom d'un serveur, comme il le fait avec certains sites de téléchargement illégaux. Il peut dire aux fournisseurs d'accès Internet, bah, voilà, le nom de ce serveur-là, bah, vous retournez 000 ou 127.0.0.1 en adresse IP. Ce qui en fait s'appelle de faire du DNS menteur, hein, au lieu d'orienter vers l'adresse IP réelle du serveur, bah, on oriente vers une IP qui n'existe pas, comme ça votre ordinateur ne peut pas s'y connecter. Voilà, c'est ce qui est utilisé principalement à l'heure actuelle pour faire de la censure de sites. Mais c'est pas très efficace parce que bah, l'utilisateur qui veut toujours se connecter, s'il connaît déjà l'adresse IP, du serveur et il peut se connecter directement à l'adresse IP du serveur sans passer par le nom du serveur. Voilà, donc ça reste une possibilité, ou se connecter d'ailleurs par VPN pour ne pas être soumis en fait à la réponse du DNS de son fournisseur d'accès, mais utiliser le DNS qui est fourni par le fournisseur du VPN. Troisième possibilité, c'est d'utiliser aussi ses propres serveurs DNS, comme celui de Google par exemple, donc le 8.8.8.8, qui lui, en principe, ne ment pas sur les contenus et n'est pas soumis à la réglementation française sur la censure de contenu, ou la réglementation d'ailleurs d'autres pays. Donc il y a déjà ces trois façons-là de contourner, qui sont des façons de contourner donc le mensonge DNS qui est imposé pour la censure de contenu dans la plupart des pays. Par ailleurs, Nostr, il y a quand même plusieurs centaines de relais dans le monde entier, donc il y a des sites qui recensent ces relais. Mais je pense on compte bien plus de 600 relais à l'heure actuelle, peut-être même plus à l'heure actuelle. Donc, il faudrait que je me réactualise, mais je crois qu'il y a au moins déjà 600 relais dans le monde entier. Dans le monde entier, fait que bah, déjà, on peut se connecter à énormément de relais différents, en passant par des fournisseurs d'accès différents, des pays différents, etc. Il y a peu de chances pour que tous ces relais tombent d'un coup ou soient censurés d'un coup.
Mais il est aussi évidemment possible d'héberger ses propres relais et il y a même des relais qui fonctionnent aussi derrière Tor. Donc il y a un réseau privé qui est là aussi incensurable puisqu'il n'expose pas son adresse IP, donc on ne sait même pas où géographiquement il est situé, chez quel provider il est situé. Donc tout ça fait que c'est très difficilement censurable. Voilà. En tout cas, on ne peut pas censurer tous les relais du monde entier d'un coup. Et si on le faisait, en fait, il suffit simplement à ceux qui hébergent des relais de changer de nom DNS et très rapidement, tous leurs relais redeviennent actifs. Au lieu de s'appeler, par exemple, relais.damus.io, vous mettez relais2.damus.io, vous échappez à la censure DNS dans ce cas-là. Donc il y a des façons en fait très rapides et très agiles le jour où il y a de la censure de relais de passer outre, et pour les utilisateurs et pour les hébergeurs de ces nœuds relais. Merci pour ces précisions, c'est effectivement, un peu plus clair. Ce que j'aime bien, c'est le fait que, cette nouvelle approche de, résistance à la censure, on le connaît avec Bitcoin, il y a des mineurs qui entretiennent, qui permettent de sécuriser le protocole. Ils font du minage, ils dépensent de l'énergie, de leur ordinateur, enfin de puissance de calcul. En échange, ils ont un incentive qui sont des bitcoins qui sont, générés à chaque bloc, pour faire très simple. Ici, sur Noster, les relais sont incités à être des relais pour, préserver ce qu'ils produisent comme contenu, enfin comme message, pour préserver ça, avoir la main et le contrôle sur les données que nous, qu'on crée. Donc ça, tu l'as dit, pour avoir le backup, en fait, chez soi de ces informations-là. Mais il y a des incentives aussi si on met en place des relais payants, OK? Donc économiquement, ça devient sans doute viable, parce que ça demande, je pense aussi, beaucoup moins de ressources que, par exemple, pour Bitcoin. Mais est-ce qu'il y a d'autres incentives qui tu penses, vont arriver? Parce que c'est indispensable pour qu'il y ait des relais qui se développent et qu'il y ait une vraie décentralisation qui se mette en place. Il faudrait trouver aussi une dynamique comme ça, mais économiquement, j'ai plus de mal à voir comment ils vont réussir à mettre en place, des incentives qui motivent les gens à créer leurs relais, tu vois? Parce que Mmh. le simple backup, d'avoir les informations chez soi et de garder ce contrôle-là, ça va inciter quelques personnes à le faire, je pense, mais les masses ne vont pas, je pense, le faire juste pour ça et ça va être des formules payantes et là, on se heurte à d'autres problèmes. Donc comment tu vois un peu, ça, évoluer économiquement pour que la décentralisation puisse être pérenne et continuer d'augmenter? Comme je disais, donc il y a déjà des relais payants qui sont à payer, qui sont un abonnement mensuel, c'est entre 1 et 3 euros en moyenne, qui sont payables en Bitcoin, voilà, pour des raisons aussi de préservation de la vie privée, et de l'anonymat. Donc les relais n'ont pas besoin de savoir qui vous êtes et donc vous pouvez payer en Bitcoin Lightning, un paiement qui est en termes d'anonymat très bon et très rapide et sans frais. Donc il y a des relais bénévoles qui sont des gens qui croient beaucoup au projet, à la vie privée, à la liberté d'expression et qui vont héberger ces nœuds gratuitement. Il y a des développeurs aussi qui développent différents relais qui sont codés dans différents langages. Donc le monde de Noster, c'est beaucoup du Node.js, c'est beaucoup du TypeScript, mais on trouve aussi des clients et des serveurs en Python et en Rust. Voilà un petit peu les quatre principales technologies qui sont utilisées. Et en fait, les gens sont relativement généreux sur Noster, il faut savoir, parce que dès lors que vous annoncez avoir publié en open source une nouvelle version d'un relais ou une nouvelle version d'un client, vous le publiez sur Noster et vous allez recevoir des likes et des reposts, un petit peu comme on a sur la plupart des réseaux sociaux. Mais la petite différence dans Noster, c'est qu'en fait, vous avez des likes et vous avez des apps. Et des apps, c'est exactement comme des likes, sauf que c'est un micro-paiement en Lightning. Donc, c'est un signe d'appréciation qui vous permet donc d'apprécier un post, de le mettre en avant et en même temps de rémunérer le créateur du post, qui est donc le développeur, quand il annonce avoir publié une nouvelle version sur GitHub ou sur GitLab, par exemple. Et les apps marchent très très bien. On est un peu dans une mouvance dans le monde Bitcoin de ce qu'on appelle value for value. Donc dès lors que vous apportez du contenu à la communauté en général vous remercie à travers des micro-paiements en Lightning et ça marche extrêmement bien sur Noster.
Il y a d'ailleurs des journées qui sont dédiées à envoyer des apps qu'on appelle des appatons. Et beaucoup de développeurs, en fait, sans rien demander, dès lors qu'ils annoncent une nouvelle version voilà, de leur client ou de leur serveur Noster, reçoivent des apps en Lightning. C'est un phénomène assez important. On a dépassé le million de zaps sur le réseau Noster récemment. Je crois ça doit faire 2, 3 semaines. Et plus de 4 bitcoins en volume qui ont été échangés par Zap sur ce même réseau. Donc plus de 100 000 euros qui ont été justement échangés et reversés. Et beaucoup d'ailleurs aux créateurs de contenu et aux créateurs de logiciels. Donc beaucoup aux développeurs ou aux artistes. Puisqu'on trouve aussi des artistes qui postent leurs toiles, leurs images générées par intelligence artificielle, leur musique, leurs vidéos, et qui sont aussi rémunérés par ce même biais-là. Ou des podcasteurs aussi, qui sont rémunérés en Zap et donc en paiement Lightning derrière pour des épisodes de podcast que les internautes trouvent intéressants. Voilà. Donc ça fonctionne beaucoup sur le mode value for value. Et il y a des gens qui le répètent que c'est comme ça que le réseau arrivera à persister dans le temps. S'il y a voilà, dès lors que vous avez un bénéfice qui est apporté par quelque chose, de rémunérer, même par un micro-paiement, le créateur. Et c'est très simple, c'est juste un petit clic sur l'éclair qui est sous un message et immédiatement, ça rémunère le créateur. Dès lors qu'il a mis dans son profil en fait une adresse Lightning de réception, ça lui est directement reversé. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire qui prend de la marge, contrairement aux GAFAM qui vont vous prendre 20 ou 30%. Par exemple, sur les stores d'applications, Google et Amazon prennent entre 20 et 30% quand vous achetez une application ou du contenu dans une application mobile. Là, l'intégralité est reversée aux créateurs de contenu. Donc, pas Oui, d'intermédiation donc à ce niveau-là. OK, aspect communautaire, pas d'intermédiation, une complémentarité entre Noster, et Lightning Network, donc le L2, on va dire, de paiement, les micro-paiements, pour Mm. Bitcoin. Ça, c'est très intéressant. J'ai pas pu le tester moi, mais justement, c'était une de mes questions. Est-ce que c'est bien fonctionnel? Est-ce que ça marche bien et tout ça? Donc peut-être tu me confirmes que c'est Ça fonctionne très très bien. Donc, je disais plus d'1 million de zaps depuis la création du réseau. Donc, le réseau, il est un peu ancien, mais il commence vraiment à être utilisé que depuis 6 mois, 1 an, on va dire. Il y a une forte attractivité en fait depuis les déboires de Twitter. Il y a énormément de gens qui ont migré sur Noster. C'est difficile de compter le nombre d'utilisateurs réels parce que c'est décentralisé et donc c'est difficile de voir l'ensemble du réseau. Mais on aurait entre 500 000 et 1 million d'utilisateurs sur Noster. Et il y a eu plus d'1 million donc de zaps, c'est-à-dire de likes avec une rémunération à la clé. Et donc, comme je le disais, plus de 4 bitcoins qui ont été échangés par ce biais-là. Il y a un site d'ailleurs qui est très amusant et qui permet de voir les apps en temps réel sur le réseau, qui s'appelle zaplife.lol. Et on voit en temps réel que les gens s'envoient en fait des pourboires en permanence et ça défile et on voit les montants et qui envoie à qui ces fameuses apps. super. Et en fait, même en étirant un peu la réflexion, donc on peut très bien se dire que la montée en puissance de Noster va finalement, booster aussi, Lightning Network, l'adoption du Lightning Network, donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on parlait toujours du Lightning, quand est-ce que, voilà, ça allait, prendre une ampleur, un peu plus importante. Là, ça peut être vraiment Noster qui peut être le booster de Lightning, en incitant les gens, qui sont sur Noster à créer une adresse Lightning, à la renseigner dans leur profil et à toucher des micro-paiements, donc ça, c'est intéressant. Et j'en profite Complètement. pour Et ce ouais. qui monte beaucoup, c'est justement le concept de value for value. Ça, on le trouve de plus en plus et c'est aussi boosté par Noster. Ce V for V, on le trouve en anglais, ou value for value. C'est vraiment le concept de vous êtes un créateur, même un artiste. Vous postez votre contenu et si on l'apprécie, on vous envoie des pourboires, on vous envoie des apps. Et en dehors de Noster, en fait, c'est un concept qui monte énormément puisqu'il existe maintenant des lecteurs de podcasts comme Fountain qui permettent de rémunérer en Lightning aussi les créateurs d'épisodes de podcasts et de fixer par exemple un montant par minute en Satoshi que vous voulez leur verser pendant que vous écoutez les podcasts.
Donc, du coup, plus vous écoutez un podcast, plus vous rémunérez le créateur, mais sans y penser, parce que c'est du micro-paiement, ça vous coûte rien, et c'est versé en temps réel à la durée que vous écoutez. En plus du fait de pouvoir faire évidemment des donations, ou d'envoyer des pourboires aussi manuels avec un petit commentaire pour rester en contact avec le créateur du podcast. Ça, c'est assez hallucinant, effectivement. On n'a plus l'habitude de ce genre de choses, mais c'est très très bien que ça revienne vraiment sur le devant de la scène grâce à Noster. J'en profite aussi pour mentionner qu'il y a quand même 1 ou 2 ambassadeurs assez connus de Noster, hein, qui sont, je pense, Edward Snowden qui en a parlé, et Jack Dorsey. Donc Edward Snowden, je pense que tout le monde connaît un peu son Bien sûr, oui. historique. Et Jack Dorsey, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est un ancien de Twitter. Il a quand même lancé la machine Twitter il y a longtemps, et il est très pro Bitcoin et pro Noster aussi. Il a même versé je crois que c'est 14 Bitcoin pour aider justement le développement de Noster. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour vous montrer qu'il y a aussi du monde derrière, des poids lourds qui font confiance aussi Et à tout ça. si tu peux me permettre de rajouter aussi, il y a la Human Rights Foundation, donc la fondation des droits de l'homme, qui finance régulièrement des initiatives sur Bitcoin et sur Noster. Et là, ils viennent de lancer des bounties justement pour payer les développeurs Noster à rajouter des fonctionnalités qui pour l'instant sont un peu manquantes, on va dire. Par exemple, là, tout récemment, donc les discussions de groupe chiffrées, parce qu'aujourd'hui, les messages privés sur Noster sont chiffrés, ce qui est mieux que sur Twitter, par exemple, où c'est en clair, et donc l'hébergeur voit tout ce que vous dites. Donc là, discussion de 1 à 1, c'est bien chiffré, mais il manque un peu la possibilité de faire des groupes et d'avoir des discussions de groupe chiffrées. Donc, il existe déjà des discussions de groupe sur Noster, mais elles sont en clair à l'heure actuelle, elles ne sont pas chiffrées. Et donc là, la Human Rights Foundation vient d'ajouter un bounty relativement important de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur le développement justement de nouvelles fonctionnalités sur Noster en termes de vie privée justement et de liberté d'expression. Donc on a aussi ce moyen de financement-là hein, par des associations qui préservent le droit à la vie privée, la liberté, qui sont très friands de Noster, hein, type l'EFF ou la HMR. La HRF, pardon, Human Rights Foundation. Ok, écoute, c'est intéressant qu'ils mettent ça en place, et ouais, faut que ça se développe quand même de façon assez intensive en coulisses, on s'en rend pas compte, mais moi j'étais bluffé par le nombre d'applications déjà existantes et par le fait qu'il y ait voilà, beaucoup de développeurs qui spontanément se mettent à développer sur Noster parce qu'ils apprécient les valeurs qu'il y a derrière, et il y a la mise en place de micro-paiements, enfin il y a la value for value comme tu dis. Donc ça, on va dire qu'il y a une dynamique qui se met en place, qui est intéressante, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et justement, dans les perspectives d'évolution ou même les projections qu'on peut faire de Noster, on l'a vu que c'était un protocole qui peut être utilisé pour plein de choses. Actuellement, on fait beaucoup de références à un réseau social alternatif, mais ça peut être bien plus que ça, parce que finalement, les données sont là et on peut les exploiter pour plein d'autres choses. Comment tu vois un peu les différents cas d'utilisation que Ouais. pourrait servir Noster, en fait? Alors, il y a déjà des cas d'usage qui ne sont pas le réseau social qu'on connaît. J'invite quand même les auditeurs à tester la partie réseau social parce que c'est celle qui est plus développée à travers les clients mobiles que tu as cités qui sont très bien. Et puis, dans les clients web, moi, j'aime bien primal.net ou snort.social aussi qui sont très évolués. Et ça ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau à Twitter. Hein. Donc, c'est vraiment pas difficile à utiliser. On a une interface qui est très user-friendly, qui est très ressemblante à Twitter. Il n'y a pas de complexité vraiment à l'usage. On a quelque chose qui est très, très, très proche d'un réseau social vraiment classique. Donc, c'est facile à utiliser, très intuitif de suivre les gens, de liker, de reposter les messages. Donc, ça, c'est l'usage, on va dire, principal qui est le plus développé à l'heure actuelle. Mais on trouve d'autres usages qui sont déjà développés, comme des boutiques en ligne, par exemple. Vous pouvez déjà mettre en vente soit des créations numériques, soit des articles physiques dans Noster. Il y a une norme qui permet de faire ça et des messages d'un certain type pour créer votre boutique numérique en ligne, mais qui serait un petit peu décentralisé, hein, à l'inverse justement d'un site e-commerce standard. Donc ça existe déjà et c'est en cours de développement, mais c'est déjà fonctionnel. Il y a aussi un système d'offre d'emploi, c'est plus curieux.
mais qui vient d'être créé. Et donc, on trouve des offres d'emploi pour des développeurs. Et donc, il y a un standard Noster, ce qu'on appelle un NIP, puisque en fait, le système Noster, c'est un système communautaire pour l'amélioration du protocole. Donc, tout un chacun peut soumettre des propositions à la communauté qu'on appelle des NIPS, NIPS, qui veulent dire Noster Implementation Possibilities. Il y a à l'heure actuelle plus d'une centaine de NIP qui ont été publiés sur GitHub. Et donc, chacun est libre de proposer des nouveaux usages au protocole, comme ces deux usages-là qui existent déjà, donc boutique en ligne pour vendre ses articles, ainsi que des offres d'emploi qu'on peut publier. Il y a déjà quelques offres de développeurs à pourvoir d'ailleurs. Donc tout un chacun voilà, est libre de proposer de nouveaux usages et donc il y a fort à parier qu'en fait ces nouveaux usages vont se développer très très vite dans les semaines et mois à venir. Noster a connu franchement une croissance fulgurante ces dernières semaines. C'est assez bluffant. Oui, c'est effectivement à ce moment-là que moi je me suis, rajouté. Il y a eu beaucoup de com aussi effectivement sur Twitter sur Noster justement où voilà, l'algorithme m'avait pas tout filtré. J'en ai quand même eu Ouais. quelques-unes qui m'ont aussi, incité à me renseigner là-dessus. Alors c'est un autre intérêt aussi de Noster, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme. Sur Twitter, vous avez un algorithme qui va vous pousser en premier des posts qu'il considère comme légitimes, mais qui ne sont pas forcément des gens que vous suivez ou du contenu que vous souhaitez lire. Là, l'avantage de Twitter, c'est qu'il est neutre en termes d'algorithmie, et donc il n'y a pas de contenu GAFAM qui est poussé en premier ou de contenu commercial qui est poussé en premier, ou de contenu sponsorisé, parce qu'on trouve beaucoup on va dire, de comptes sponsorisés et du coup dont le contenu est mis en avant, mais dont la qualité est parfois assez faible, voire même est de nature publicitaire ou complotiste. Il y a beaucoup de comptes certifiés Twitter Blue avec la petite pastille, voilà, où il y a beaucoup d'informations fausses, mensongères, publicitaires ou complotistes qui vous sont poussées en avant. Là, l'avantage de Nostr, encore une fois, c'est qu'il est neutre. C'est vous qui choisissez le contenu que vous voulez suivre et il n'y a pas de contenu parasite, il n'y a pas de tri, il est présenté dans l'ordre chronologique et il n'y a pas de falsification algorithmique dans ce que vous voyez dans votre fil, autrement dit, d'anomalie. Et dans les usages aussi qui sont déjà fonctionnels, on a des billets de blog, c'est-à-dire que vous pouvez faire du contenu court ou du contenu long. Donc il est possible d'écrire ces billets de blog très longs, sans limite de taille, à travers un service qui s'appelle Habla, mais du coup, vous pouvez publier vos notes et si c'est une note longue, elle s'affichera dans une autre fenêtre dès lors qu'on clique dessus. Donc ça, c'est possible déjà d'avoir un système de blogging qui est intégré à Noster. Il y a le principe de réel Instagram, donc des courtes vidéos qu'on trouve dans Amethyst sur Android, mais vous avez déjà du contenu vidéo un peu à la TikTok ou à l'Instagram pour les gens qui n'aiment pas lire et qui veulent voir du contenu voilà, relaxant ou court à travers des vidéos. Ça existe déjà. Il y a aussi ce qui existe, des streams audio ou vidéo, un peu à la Twitch, qui permettent aux créateurs de streamer en live et de discuter avec leurs auditeurs tout en étant rémunérés par des apps, donc par des micro-paiements Lightning. Donc, il y a déjà tout ce contenu qui est intégré à Noster, ce qui fait que c'est un mélange de Twitter, d'Instagram, de TikTok et de Twitch en quelque sorte, et de Twitter Space aussi avec la partie audio. Donc, c'est une plateforme qui est extrêmement complète et extrêmement riche, beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait suspecter. C'est parfait que tu aies mentionné ça parce que je pense que les gens se projettent beaucoup plus sur la polyvalence de cet outil. Alors pour finir cette interview qui dure déjà depuis maintenant, je pense, une bonne demi-heure, je voudrais juste que tu nous dises un peu, toi qui es développeur Noster, en plus d'être expert cybersécurité et directeur scientifique de l'Iseum, tu es développeur Noster. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu développes sur Noster, mais pour améliorer le protocole ou est-ce que c'est pour des clients, améliorer des clients? Enfin voilà, qu'est-ce que tu fais sur Noster? Alors, à titre professionnel, on développe une solution pour sécuriser des navires marchands et on a des besoins importants de synchronisation en fait entre les équipements qui sont à bord du navire et les équipements qui seraient sur le cloud. Parce qu'il faut savoir qu'un navire marchand n'est pas connecté à Internet en permanence. Il passe dans des zones blanches en fait en termes de couverture réseau et la couverture réseau n'est pas forcément très bonne avec parfois un débit qui est très très faible ou autre.
Et Noster, on a retenu ça comme un système de synchronisation léger, justement, qui permettait, avec une faible bande passante et de manière asynchrone, de manière interrompue très très régulièrement, d'aller streamer et synchroniser du contenu entre deux relais. Donc comme ça, on a une version de l'information qui est à bord du navire, qui est sur le cloud et qui est exploitable même quand le navire est hors réseau. Et ça, on a trouvé ça très intéressant. D'autant plus que l'information, elle peut être authentifiée. Donc, on est certaine qu'elle est intègre, qu'elle n'a pas été modifiée par un tiers ou par un attaquant, puisque chaque ligne d'information, en fait, est signée électroniquement. Ce qui permet de vérifier que l'hébergeur, par exemple Cloud, n'a pas modifié l'information pendant qu'elle a été hébergée, puisqu'on a une signature électronique qui émane de l'origine de l'information sur le navire. Et donc, on peut conserver l'information tout en ayant des garanties sur son intégrité. Et en plus, la possibilité de chiffrer cette information si on l'envoie entre deux utilisateurs, parce qu'on a vu qu'il existe un système qui permet de chiffrer les messages envoyés en privé entre deux utilisateurs. Donc, on a des garanties aussi de confidentialité. Donc, il y a pas mal d'avantages. Et donc, à titre professionnel, pardon, c'est essentiellement sur ça que je travaille avec des collaborateurs. Et puis à titre privé, je fais des petits développements, des bots, des robots sur le réseau Noster, pour l'instant que je teste, que j'ai pas publié, mais que je souhaite publier probablement dans peu de temps. Des bots qui vont rajouter des services à Noster, ainsi que des petits outils pour moi pour simplement sauvegarder mon contenu sur différents relais, l'indexer, le rechercher, les liens que j'ai postés, éviter de poster des doublons. Donc voilà, je me fais plein de petits outils, voilà, mais essentiellement du développement pour mon propre usage pour l'instant. Et je fais quelques commentaires ou remontées de bugs quand je vois des bugs sur les clients. J'ai fait quelques remontées de bugs sur Amethyst sur Android pour participer à l'amélioration du produit et avoir donc de meilleurs clients pour tout le monde. Fantastique. Écoute, merci pour cette présentation. On voit à la fois l'utilité personnelle que tu développes avec les bots pour améliorer certaines choses et pour que toi, personnellement, tes informations soient mieux structurées, mieux stockées, mieux. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Et aussi le côté professionnel avec des solutions concrètes à mettre en place pour les déplacements de bateaux. C'est assez intéressant et fascinant de voir tout ce que Noster va pouvoir proposer à l'avenir. On arrive au bout de cette interview. Merci beaucoup, Renaud. Je pense que c'était passionnant. Ça a beaucoup plu, je pense, aussi à l'audience. Et ce serait un vrai plaisir de t'inviter pour parler un peu plus de Bitcoin, parce que là, on l'a évoqué, on a fait un peu des corrélations. Mais je pense qu'on pourrait aussi faire un épisode dédié à Bitcoin sans problème. Donc voilà, ce serait avec plaisir si tu veux revenir dans le podcast. Et merci encore pour toutes ces explications. Je pense que les gens ne doivent pas passer à côté de Noster et doivent essayer de passer à l'action. Voilà, il y a plein de clients qui existent. C'est très simple quand même à utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. J'ai mentionné des clients, Renaud en a mentionné d'autres, et vous avez tous les liens dans la description de cet épisode. Donc merci beaucoup Renaud, et à très bientôt. Salut, merci Renaud. À toi Thibaut pour l'invitation. Au revoir. Salut à tous.